j'ai remboursé l'intégralité de l'hypothèque de mes parents comme surprise pour leur anniversaire de mariage. Ensuite, j'ai reçu un SMS de groupe, nous donnons ta chambre à la fiancée de Brian. Contrairement à toi, elle contribue réellement à cette famille. Ma mère a ajouté, ne mets pas de malaise, sois juste reconnaissant d'avoir été inclus. J'ai juste répondu, bien noté. Cette nuit-là, j'ai passé 3 appels. Le week-end venu, la maison ne leur appartenait plus, leur téléphone était coupé et leur badge d'accès ne fonctionnait plus au portail. Ce n'était que la première étape. Je m'appelle Alex, j'ai 33 ans, et pendant la majeure partie de ma vie adulte, j'ai pensé que la loyauté et l'amour étaient interchangeables. Que si vous étiez présent, que vous faisiez votre part, que vous aidiez quand il le fallait, les gens vous apprécieraient. Non pas pour ce que vous donniez, mais parce que vous le donniez. Il s'avère que dans certaines familles, ce n'est tout simplement pas comme ça que les choses fonctionnent. Je travaille dans la finance, plus précisément dans les acquisitions immobilières, ce qui semble plus glamour que ce ne l'est. Mais après quelques investissements chanceux et une promotion à 29 ans, je me suis retrouvé dans une position dont la plupart des membres de ma famille n'avaient que rêvé. La stabilité financière. Pas riche de manière ostentatoire, mais confortable. Je n'ai pas grandi avec ça. Mes parents, Greg et Linda, étaient toujours à court d'argent. Mon père travaillait dans la construction. Ma mère faisait des petits boulots, principalement du nettoyage de maisons et parfois de la blanchisserie. L'argent était toujours serré et on nous le rappelait constamment. Nous n'avons pas l'argent d'Alex, mon père plaisantait après que j'ai commencé à bien gagner ma vie. Je riais avec lui, sans me rendre compte à quel point cette remarque était en fait blessante. Malgré les pics étranges et les commentaires passifs-agressifs, j'ai essayé d'être présent pour eux. Je leur ai acheté un nouveau réfrigérateur quand le leur a finalement rendu l'âme. J'ai remboursé les prêts étudiants de mon jeune frère, Brian. 12 800 $ d'un coup quand il a été licencié pendant le Covid et qu'il n'a pas pu s'en sortir. J'ai aidé mes parents à améliorer leur mini-fourgonnette après qu'elle a commencé à faire ce bruit de crécelle de la mort chaque fois qu'ils sortaient de l'allée. Je n'en ai pas fait tout un plat. Pas de leçons, pas de conditions, juste de l'aide, parce que c'est ce qu'on fait pour sa famille, n'est-ce pas? Alors, quand leur 35e anniversaire de mariage est arrivé, j'ai voulu faire quelque chose d'inoubliable, quelque chose qui allégerait le fardeau sur leurs épaules. J'ai remboursé l'hypothèque de leur maison en silence. Je ne leur ai même pas dit jusqu'à ce que je leur remette la lettre de la banque. Je l'avais enveloppée dans du papier de soie dorée, glissé dans une petite boîte et écrit « Plus de paiement mensuel. Profitez-en ». Ils étaient stupéfaits. Ma mère a pleuré. Mon père n'arrêtait pas de secouer la tête et de marmonner « Tu n'étais pas obligé de faire ça ». Mais à ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, comme si j'appartenais enfin à quelque chose, comme si je n'étais pas juste le guichet automatique qu'il tolérait. Je pensais que c'était peut-être un tournant. Spoiler, ce n'était pas le cas. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un SMS de groupe de ma mère. Ça a commencé comme n'importe quel message familial normal. Et, petite mise à jour sur la maison. Puis ça a pris une tournure brutale. Nous avons décidé de donner ton ancienne chambre à la fiancée de Brian, Madison. Contrairement à toi, elle contribue réellement à cette famille. J'espère que tu comprends. Je suis resté bouche bée devant le message. Puis est venu le suivi. Ne rends pas ça gênant, Alex. Sois reconnaissant d'avoir été inclus. Sois reconnaissant d'avoir été inclus. J'ai cligné des yeux. 1 fois, 2 fois. Mon estomac s'est noué. Je n'étais pas encore en colère, juste abasourdi. Comme quand on touche une plaque chauffante et que le cerveau n'a pas encore tout à fait intégré la douleur. Il ne s'agissait pas d'une chambre. Il s'agissait d'être effacé, remplacé. Je n'avais même pas encore rencontré Madison correctement. Elle n'était là que depuis quelques mois et, soudain, elle héritait de la chambre dans laquelle j'ai grandi après que j'ai littéralement supprimé la dette liée à la maison. J'ai tapé une réponse, un seul mot, noté. C'est tout. Je n'ai pas argumenté, je n'ai pas supplié, je n'ai pas demandé pourquoi, parce que je savais pourquoi. Madison était gentille, photogénique et infiniment agréable. Elle parlait avec enthousiasme des valeurs familiales et portait des pyjamas en flanelle assortis à ma mère à Noël. Elle apportait des pâtisseries dignes de Pinterest et proposait son aide à la maison avec juste le bon équilibre d'humilité et d'autosatisfaction. Elle était, comme ma mère l'a dit un jour, une belle fille de rêve, le genre de personne que mes parents ont toujours voulu dans leur portrait de famille. Apparemment,
c'était juste la partie gênante. Ils étaient prêts à la supprimer. Je suis resté assis avec ce message pendant 1 heure. Je l'ai juste regardé, le laissant s'infiltrer comme un poison lent. Puis j'ai décroché mon téléphone et j'ai passé 3 appels. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à changer. Le premier appel était pour mon avocate, Jenna. Nous avions travaillé ensemble sur quelques acquisitions de biens et elle connaissait la structure du transfert de propriété de fond en comble. Quand j'ai remboursé l'hypothèque, j'avais fait réviser l'acte et le faire placer dans une fiducie techniquement détenue par une société à responsabilité limitée que je contrôlais. Mes parents n'ont jamais posé de questions sur les petits caractères. Ils étaient juste si heureux que la banque ne leur mette plus la pression. Ils ne se sont pas rendus compte que l'acte ne portait plus leur nom en haut. Ils avaient supposé que c'était un cadeau. D'une certaine manière, c'en était un. Le deuxième appel était pour l'agent de liaison de la sécurité de l'association de copropriétaires pour leur communauté fermée. Comme j'étais inscrit comme propriétaire officiel, j'avais un accès administrateur au badge d'accès de la porte et au privilège de compte. Il a fallu 5 minutes pour révoquer les leurs. Juste comme ça, leur badge était des presse-papiers. Le troisième appel était pour la compagnie de téléphone. Leur forfait familial était à mon nom. Il l'avait toujours été. J'avais mis ça en place il y a des années quand Brian a fissuré l'écran de son iPhone pour la 3e fois et qu'il n'avait pas les moyens de le remplacer. J'ai regroupé tout le monde. Je payais la facture mensuellement. Ce n'était même pas une grosse dépense, je l'avais juste oublié. Jusqu'à maintenant. Le vendredi, j'ai commencé à recevoir des textos. Le premier était de ma mère. Et, la porte ne fonctionne pas. Est-ce que quelque chose a changé? Puis de Brian, mec, mon service téléphonique est hors service. Qu'est-ce qui se passe? Et enfin de mon père, besoin de parler. Appelle-moi quand tu peux. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Je suis sorti ce soir-là. Je me suis offert des sushis et une boisson. J'ai laissé mon téléphone vibrer doucement sur la table pendant que je regardais le coucher de soleil depuis la fenêtre du restaurant. Je n'étais pas en colère. J'étais clair. C'était la partie la plus étrange. Pas d'adrénaline, pas de cris dans les oreillers, juste une compréhension calme et nette. J'avais été utilisé. Pas seulement tenu pour acquis, mais utilisé. Et maintenant, l'équilibre était en train de changer. Le lendemain matin, Jenna a confirmé que tout était prêt. Légalement, la maison pouvait être récupérée dans les 72 heures en raison d'un abus de confiance, plus précisément en réaffectant la propriété sans mon consentement. Je n'avais pas prévu de passer à l'option nucléaire. Pas au début. Mais maintenant, je ne faisais que commencer. Cet après-midi-là, je suis passé devant la maison. Le VUS de Madison était dans l'allée. Il y avait des ballons attachés à la boîte aux lettres. Bienvenue à la maison était griffonné à l'encre métallique. J'ai vu ma mère à travers la fenêtre de devant, riant avec Madison de ce qui ressemblait à des mimosas. Mon père était sur le porche, sirotant du café, comme s'il n'avait pas complètement effacé son fils du tableau. Je n'ai pas frappé. Je me suis juste assis dans ma voiture pendant un moment, regardant la maison dans laquelle j'ai grandi devenir une scène pour le conte de fées de quelqu'un d'autre. Puis je me suis garé, j'ai appelé Jenna à nouveau et j'ai dit, allons-y. L'avis est paru lundi matin. Un langage officiel, froid et clair. Une résiliation de la tenure permissive en raison de la violation des conditions. Ils avaient 72 heures pour quitter les lieux ou répondre. Je savais qu'ils ne comprendraient pas tout de suite le jargon juridique. Ils allaient probablement le survoler, se moquer, peut-être même rire. Mais au moment où ça ferait tilt, les engrenages seraient déjà en mouvement. J'ai reçu le premier appel de Brian. Il n'a même pas dit bonjour. Tu es en train d'expulser nos parents, a-t-il aboyé. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai gardé ma voix calme. Pas expulsé, récupéré. La propriété a été transférée dans une fiducie sous le contrôle d'une LLC. Ils l'ont réaffectée sans autorisation. Cela annule l'accord. Quel accord? Tu as payé leur maison. Tu as dit que c'était un cadeau. Non, j'ai dit, je n'ai jamais dit que c'était un cadeau. Je n'ai tout simplement pas expliqué les documents parce qu'ils n'ont pas posé de questions. On pourrait penser que quelqu'un lirait ce qu'il signe quand la maison dans laquelle il vit est impliquée. Il y a eu une pause. Il n'était pas stupide, juste privilégié. Il ne voulait rien dire de mal par ce texto,
a-t-il ajouté rapidement, comme si cela faisait disparaître tout ça. Ce n'était qu'un malentendu. Ah, voilà. La devise familiale. J'ai souri amèrement en moi-même. Tu sais, Brian, si Madison contribue tellement à cette famille, je suis sûr qu'elle peut contribuer à un nouvel endroit où vivre. Clic, je n'ai plus eu de nouvelles de lui ce jour-là. La prochaine à appeler était ma mère. Son ton était plus doux. Cette fausse gentillesse brutale qu'elle utilisait lorsqu'elle essayait de manipuler. Chérie, a-t-elle commencé. Nous avons reçu ce papier. Je pense qu'il y a eu une erreur. Il n'y en a pas. Il dit que nous devons quitter les lieux. Chérie, ça ne peut pas être vrai. C'est notre maison. Non, c'est une maison dans laquelle vous avez vécu grâce à ma générosité. Et puis vous avez décidé que je n'étais pas assez de votre famille pour avoir une chambre dans cette maison. C'était juste. Elle a expiré brusquement, puis a opté pour le pivot classique. Nous ne voulions pas dire ça comme ça. Tu as été distant. Nous pensions que tu t'éloignais, alors tu m'as repoussé de façon préventive. Plus de silence. Puis, défensivement, nous sommes tes parents, Alex. Nous t'avons élevé, nous t'avons tout donné. J'ai presque ri. Vous m'avez donné des vêtements de seconde main et du ressentiment. Je vous ai donné une maison sans dette et un forfait téléphonique. Il est plus facile de s'éloigner de l'un des deux. Elle a raccroché. Pas de larmes, pas d'excuses, juste un silence stupéfait avant que la ligne ne se coupe. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de Jenna. Ils ont contacté un avocat, ils ont essayé d'affirmer que la maison avait été donnée sans condition et nous avons signé la documentation. Tes bases sont couvertes. Ils vont gagner du temps, mais à moins qu'ils ne veuillent traîner ça devant les tribunaux et accumuler des factures qu'ils ne peuvent pas se permettre, ils vont partir. Laisse-les gagner du temps, ai-je dit. Je veux qu'ils sentent la pression. Au milieu de la semaine, la machine à ragots du quartier s'est mise en marche. J'ai commencé à recevoir des messages subtils de cousins auxquels je n'avais pas parlé depuis des années. Quelques-uns ont essayé l'angle de la culpabilité. Tu ne penses pas que c'est un peu extrême? Tu devrais appeler ta mère. Elle est vraiment bouleversée. La famille n'est pas quelque chose qu'on jette comme ça, Alex. Et pourtant, je pensais qu'il m'avait jeté avec un seul texto de groupe. Je n'ai répondu à personne. J'ai juste laissé le silence parler pour moi. Le vendredi, l'avis officiel d'exclusion était prêt à être signifié. J'ai prévu ça pour le dimanche matin. Des heures calmes, un minimum d'attention. Mais bien sûr, rien ne reste jamais calme dans une communauté fermée, surtout quand votre famille traite tout comme une performance. Ce samedi soir, j'ai reçu un dernier message. Un mémo vocal de mon père. Fils, je ne sais pas ce qui s'est passé entre nous, mais ça, ce n'est pas ainsi qu'une famille agit. Nous étions fiers de toi. Peut-être que nous ne l'avons pas toujours montré, mais ça, tu es en train de tout brûler. J'ai écouté 2 fois. Fier. Fier n'était jamais le mot qu'ils utilisaient. Déçu, confus, plein de ressentiment, bien sûr, mais fier, c'était nouveau. Pourtant, il était trop tard. Ce soir-là, je suis monté jusqu'à la porte. Leur badge d'accès ne fonctionnait toujours pas. Je les ai vus essayer de sonner à partir du boîtier d'appel. En arrivant, ma mère a aperçu ma voiture et a couru vers moi, agitant les bras. J'ai baissé la vitre à moitié. Alex, a-t-elle dit, essoufflée. S'il te plaît, nous pouvons en parler. Ne fais pas ça. Ne me force pas à faire ça. Ne nous force pas à faire ça, ai-je corrigé. Elle a cligné des yeux. Tu vas vraiment rendre tes propres parents sans abri? Tu as fait de ton fils un étranger. J'ai dit, maintenant, je ne fais que rendre ça officiel. La porte s'est ouverte. J'ai passé sans dire un mot de plus. Derrière moi, les gardes sont sortis et ont demandé s'ils avaient l'autorisation d'entrer. Ils ne l'avaient pas. Et ce n'était que la première étape. Le dimanche matin est arrivé. Couvert et calme. Approprié. Vraiment. Je me suis garé à un pâté de maison et j'ai marché. Non pas parce que je voulais les prendre par surprise, mais parce que je voulais de la distance. Du temps pour penser. Du temps pour laisser le poids de ça se déposer. Je ne faisais pas que récupérer une propriété. Je récupérais le pouvoir. Le genre de pouvoir que je n'avais pas eu depuis que j'étais adolescent,
debout maladroitement dans cette même allée, tenant une lettre d'acceptation de l'université communautaire pendant que mes parents me demandaient pourquoi je ne ressemblais pas plus à Brian. Je me suis approché juste au moment où l'avis était signifié. L'huissier, un gars discret et professionnel nommé Louis, a remis l'enveloppe d'un hochement de tête rapide. Mes parents étaient sur le porche, encore en peignoir, les visages tendus. Madison regardait à travers les stores de l'intérieur. Brian n'était pas à la maison. Il travaillait maintenant le dimanche. Un quart de travail double chez le concessionnaire. Je suppose que toute cette contribution est venue avec une carte de pointage. Ma mère a ouvert l'enveloppe comme si c'était un serpent sur le point de la mordre. Mon père a lu par-dessus son épaule, la bouche s'ouvrant lentement. « Tu fais vraiment ça ?» a-t-il marmonné. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste tenu sur le trottoir, les mains dans les poches de mon manteau, regardant la prise de conscience se répandre sur leur visage. « Après tout ce que nous avons fait pour toi, » a ajouté ma mère, la voix s'élevant. « Tu penses que tu es meilleur que nous maintenant ? » « Non, » ai-je dit d'un ton égal. « Je sais que je ne suis pas comme vous. » Ça me dérangeait avant. Maintenant, ce n'est plus le cas. « Alex » a-t-elle dit, en descendant une marche. Nous avons dit des choses que nous n'aurions pas dû dire. Mais ce n'est pas comme si nous les pensions vraiment. Nous essayons juste de construire un avenir. Pour Brian. Pour Madison. Tu as déjà le tien. Ça a piqué d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Il n'essayait même pas de le nier, juste de rationaliser. Comme si j'étais un investissement qui avait mûri et que c'était maintenant au tour de quelqu'un d'autre d'être encaissé. Mon père a finalement parlé à nouveau. Tu as fait valoir ton point de vue. Tu peux arrêter ça maintenant. Je n'ai même pas encore commencé, ai-je dit. C'est alors que Madison a ouvert la porte d'entrée et est sortie. Toujours en pyjama. En soie. D'un bleu pâle. Probablement quelque chose qu'elle avait choisi pour le premier déjeuner dans notre nouvelle maison. Elle visait clairement l'esthétique. Est-ce vraiment nécessaire, a-t-elle demandé. Sa voix était douce, comme si elle essayait de faire appel à la raison. Nous sommes une famille maintenant. Ce mot encore. Je l'ai regardé. Je suis désolé. Quelle était ta contribution à cette famille, au juste? Ah, oui. Prendre ma chambre et sourire pour les selfies de groupe. Son visage est devenu rouge. Ma mère lui a lancé un regard et Madison s'est retirée silencieusement. Louis leur a expliqué la situation. 72 heures pour quitter les lieux où nous allons procéder à une expulsion formelle. Il leur a remis une liste de contrôles imprimés. Ne pas enlever ni endommager les installations. Aucune modification à la propriété. Aucune représaille. Le jargon juridique habituel. Mon père a essayé d'interrompre, mais Louis a levé la main et a continué à parler calmement. Ce n'était pas la première fois qu'il servait des personnes privilégiées qui pensaient que les règles ne s'appliquaient pas à elles. Après son départ, je me suis attardé. Ma mère a croisé les bras. Tu penses avoir gagné quelque chose, n'est-ce pas? Non, ai-je dit. Il ne s'agit pas de gagner. Il s'agit de clarté. Elle a ricané. Tu es pathétique. Tu vas finir seul, amer et mal aimé. J'ai hoché la tête lentement. Peut-être. Mais au moins, je n'aurais pas à acheter l'affection des gens pour être invité à Thanksgiving. Ça a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Elle a tourné légèrement son visage, clignant des yeux plus que la normale. Mon père a juste marmonné. Tu n'es pas l'homme que je pensais que tu deviendrais. C'est drôle, ai-je répondu. Tu es exactement l'homme que je m'attendais à ce que tu sois. Je me suis éloigné avant que l'un ou l'autre ne puisse répondre. 3 heures plus tard, j'ai commencé à recevoir des appels. Pas deux. Cela s'était tu. Mais des connaissances mutuelles. Des parents éloignés. De vieux voisins. J'ai même reçu un message Facebook d'une connaissance de leur église. Apparemment, ils disaient à tout le monde que je les avais dupés, que je les avais légalement escroqués de leur maison dans un acte de vengeance cruelle. Ma mère avait même publié une longue mise à jour Facebook passive-agressive sur la perte de tout à cause de l'orgueil et de l'ego. Je savais ce qu'ils faisaient. Ils préparaient le terrain pour la sympathie, se présentant comme des victimes dans une histoire qu'ils avaient écrite de leurs propres mains. Le texto qui a commencé tout ça. Celui où il disait que Madison contribuait réellement et que je devais juste être reconnaissant d'avoir été inclus.
Il avait disparu comme par magie de la conversation de groupe familial. Supprimé. Effacé. Comme s'il n'avait jamais existé. Tant pis, j'ai gardé des captures d'écran. Je ne les ai pas postées. Pas encore. Mais je les ai sauvegardées. Je les ai transférées à mon avocat aussi, juste au cas où ça se transformerait en quelque chose de plus long. Lundi, mes parents avaient commencé à emballer leurs affaires. Brian est venu ce soir-là. Je l'ai vu debout dans l'allée, les bras croisés, regardant le camion de déménagement arriver. Il avait l'air en colère. Non. Trahi. Comme si j'avais violé un code sacré de fraternité en refusant d'être la vache à lait plus longtemps. Il ne m'a pas salué quand je suis passé devant. Il m'a juste regardé fixement. Madison était assise sur le porche avec une boîte de plantes d'intérieur sur ses genoux. Je ne me suis pas arrêté. J'ai juste continué à rouler. Mais plus tard ce soir-là, il m'a envoyé un message. Brian. Tu as brûlé toute la maison juste pour prouver un point. Félicitations. Nous allons nous en souvenir. Je l'ai regardé pendant un moment avant de répondre. Moi. Tu as raison. J'ai fait ça pour prouver un point. Mais je n'ai pas brûlé la maison. J'ai juste repris l'allumette que vous teniez tous. Il n'a pas répondu. La maison devait être remise en vente la semaine suivante. Pas encore vendue. Je n'étais pas sûr de ce que je voulais en faire. La louer. La vendre. La laisser vide pendant un moment comme un monument à une limite finalement tracée. Je n'avais pas décidé. Mais je savais une chose. Je ne franchirai plus jamais cette porte d'entrée. Je n'ai pas beaucoup dormi la nuit où ils ont déménagé. Pas à cause de la culpabilité. Étonnamment, cette partie s'est estompée. Mais à cause d'une sorte de deuil silencieux. Le deuil qui s'installe, non pas quand quelqu'un meurt, mais quand on réalise que la version 2 qu'on aimait n'a jamais existé en premier lieu. J'ai passé la majeure partie de ma vie adulte à essayer de gagner leur respect. Leur chaleur. Leur reconnaissance. Je n'arrêtais pas de penser que si j'en faisais assez. Si j'aidais assez. Peut-être que cette fois, ils me verraient comme faisant partie de la famille. Pas seulement comme un portefeuille ambulant. Mais ce fantasme s'est brisé. Le lendemain matin, je suis passé devant la maison une dernière fois. L'allée était vide. Pas de voiture. Pas de meubles de Porsche. Même la couronne que ma mère accrochait à chaque saison. Celle-ci. Un design printanier ringard avec de fausses tulipes. Et la plaque là où se trouve le foyer, le cœur y avait disparu. Je me suis garé sur le trottoir et j'ai remonté le chemin. C'était calme. Paisible. Presque le genre de silence qui suit une tempête. J'ai déverrouillé la porte avec mon badge. Je suis entré et je suis resté là pendant un moment. Les murs étaient encore du beige pâle que mes parents insistaient sur le fait qu'il était neutre et élégant. Les meubles avaient disparu. Mais de petites traces d'eux subsistaient. De légères éraflures sur le bois franc à l'endroit où se trouvait autrefois la table à manger. Un clou sortait du mur où une photo de mariage était accrochée. La légère odeur de peau pourrie à la cannelle malgré l'air immobile et vicié. J'ai marché lentement à travers la maison. Dans ce qui était autrefois ma chambre, maintenant complètement dépouillée, j'ai remarqué que la porte du placard était entr'ouverte. À l'intérieur, en haut de l'étagère, il y avait une boîte étiquetée les vieux trucs d'Alex. Je ne me souvenais pas l'avoir emballée. J'ai tendu la main, je l'ai tirée vers le bas et je me suis assis sur le sol. À l'intérieur, il y avait des bouts de mon enfance. Un ruban de 2e place au concours d'orthographe de 5e année. Un dessin au crayon que j'avais fait de notre vieux chien, Max. Une photo de ma remise de diplôme du lycée. Une que ma mère avait dû imprimer elle-même. Tous ceux qui étaient sur la photo souriaient sauf moi. J'avais l'air raide. Maladroit. Comme si je n'appartenais pas à cet endroit. J'ai remis la boîte sur l'étagère. Je n'en avais pas besoin. En sortant, j'ai verrouillé la porte et je suis resté sur le porche pendant un moment, laissant le soleil frapper mon visage. C'était une maison différente maintenant. Elle l'avait toujours été en fait. Je viens de cesser de prétendre que c'était quelque chose de plus. Plus tard cette semaine-là, j'ai rencontré Jenna et la société de gestion immobilière. Nous avons passé en revue quelques options. Vendre. Louer. Ou conserver. J'y ai réfléchi pendant quelques jours.
Mais j'ai finalement opté pour quelque chose d'autre. J'ai décidé de la donner. Pas de la vendre. Pas de la louer à un autre couple à la recherche d'une première maison en banlieue. J'ai travaillé avec un organisme local à but non lucratif qui aidait les victimes de violences domestiques à trouver un logement sûr. Il gérait un programme qui plaçait temporairement des familles dans des maisons tout en les aidant à reconstruire leur vie. Je leur ai offert la maison pendant 2 ans sans loyer à la condition qu'ils en prennent soin et qu'ils l'utilisent comme un tremplin pour quelqu'un qui en avait vraiment besoin. Ça me semblait juste. 2 mois plus tard, une femme nommée Rachel et ses 2 enfants ont emménagé. Son histoire était difficile. Un mari violent. Des années de manipulation financière et une longue bataille pour récupérer ses enfants après avoir été forcés de quitter leur maison. Quand je l'ai rencontrée à la porte d'entrée avec les clés, elle tremblait. Je n'aurais jamais pensé avoir un endroit comme ça, a-t-elle chuchoté. J'ai juste souri et je lui ai remis le badge. C'est à vous maintenant. Sans condition, a-t-elle crié. Et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas senti utilisé. Je me suis senti utile. Pendant ce temps, les retombées du côté de ma famille se poursuivaient. Mes parents ont fini par déménager dans une petite location à environ 1 heure de la ville. Rien de spécial. Certainement une dégradation. Ils n'ont pas pris contact et je ne m'y attendais pas. J'ai entendu dire, par l'intermédiaire de la vigne, que ma mère essayait de présenter l'histoire comme Alex nous a manipulés pour que nous quittions notre maison. Mais les gens ne sont pas aussi crédules qu'elle le pense. Des captures d'écran ont circulé. Le texto de groupe original a fait son chemin. Il s'avère que même la sympathie a une durée de conservation lorsque les reçus commencent à s'accumuler. Brian et Madison se sont mariés quelques mois plus tard. Petite cérémonie. Pas d'invitation. Pas que j'en voulais une. Curieusement, j'ai reçu un appel de Brian environ 2 semaines après le mariage. Il n'a pas dit bonjour. Juste je sais que tu penses avoir gagné ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas le cas. Tout ce que tu as fait, c'est prouver que tu es aussi égoïste que tu l'as toujours été. Je l'ai laissé parler. Tu es tellement obsédé par le contrôle que tu préférerais brûler la famille plutôt que de laisser quelqu'un d'autre en avoir une part. Quand il a eu fini, j'ai répondu par une seule phrase. Brian, je t'en ai donné une part. Tu te souviens de tes prêts étudiants? De la voiture? Du forfait familial? Tous des cadeaux. Sans remboursement. Vous avez tous juste pensé que je ne remarquerais pas quand vous avez décidé que je ne valais pas une place à table. Il n'a pas répondu. Il a juste raccroché. Je n'ai plus eu de nouvelles de lui depuis. Finalement, je me suis retiré des conversations de groupe familial. J'ai bloqué quelques numéros. Je n'ai pas fait de grandes annonces ni organisé d'adieux dramatiques. Je me suis juste éloigné. Tranquillement. Complètement. J'ai passé l'année suivante à me concentrer sur le travail. Les voyages. Et les gens qui me voyaient pour plus que ce que je pouvais offrir. Mes amitiés se sont approfondies. J'ai recommencé à sortir, prudemment au début. La thérapie a aidé. Tout comme la solitude. Pour la première fois de ma vie, mon silence n'était pas quelque chose de forcé. C'était quelque chose de choisi. Un après-midi, environ 1 an après les retombées, j'ai reçu une lettre par la poste. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, il y avait une photo. Une que je n'avais pas vue depuis plus de 10 ans. C'était moi et Brian enfants assis sur les marches du porche de la maison. Je devais avoir environ 10 ans. Il en avait 6. Nous rions tous les deux. Les visages barbouillés de jus de popsicle. Et mon bras était jeté nonchalamment autour de son épaule. Il y avait un post-it attaché. J'aurais aimé que les choses se passent différemment. Maman. Pas d'excuses. Pas d'explication. Juste du regret dans sa forme la plus diluée. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Mais je n'ai pas jeté la photo non plus. Je l'ai glissée dans un tiroir. Pas parce que je voulais me souvenir des bons moments. Mais parce que je voulais me souvenir de la raison pour laquelle je suis parti. En fin de compte, l'histoire ne parle pas de vengeance. Elle parle de respect de soi. De tracer une ligne. Pas pour punir. Mais pour protéger. De réaliser que parfois, la chose la plus puissante qu'on puisse faire n'est pas de crier. De supplier. Ou d'essayer de réparer ce qui est cassé. Mais de se lever tranquillement et de quitter la pièce.
C'est donc ce que j'ai fait. Et pour la première fois de ma vie. Je n'ai pas regardé en arrière.